Et justement, mon invité, il est l'un des principaux opposants à la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Politiquement, en ce moment, Pascal Pavageau, le temps est, semble-t-il, suspendu au remaniement à venir. Vous qui discutez, négociez avec le Premier ministre, est-ce que ce temps-là vous semble également suspendu, comme arrêté ? Je ne crois pas que pour les travailleurs de ce pays, le temps soit suspendu. C'est-à-dire que l'ensemble des contre-réformes sociales qui sont mises en place maintenant depuis plus d'un an et qui sont en train de se poursuivre et même s'accélérer, eh bien, elles arrivent en pleine face et au niveau du quotidien de l'ensemble des travailleurs. Donc, vous savez, le micro-événement de qui va être ministre à la place de qui, franchement, ce n'est pas la priorité absolue. Ça fait les gros titres ici ou là et puis ça occupe. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité. Et la réalité aujourd'hui, pour l'immense majorité des travailleurs de ce pays, elle est très compliquée pour des questions de modération salariale, mais aussi pour la transformation du modèle social tel qu'elle est menée actuellement par le gouvernement et par le président de la République de façon idéologique, c'est-à-dire une logique de déprotection. Mais Pascal Pavageau, vous dites micro-événement, malgré tout, je suis sûr que vous allez être attentif à ce remaniement au changement, parce que tout changement est un signal politique. Quel ministre remplacera Nicolas Hulot et s'il y a un remaniement plus large ? Écoutez, oui, peut-être, mais au-delà des hommes et des femmes qui vont composer le gouvernement demain et avec lesquels nous travaillons, quels qu'ils seront, c'est la politique. Je crains, mais nous verrons, mais je crains que ce soit évidemment la même politique. Ce sera le même président de la République, très probablement le même Premier ministre, et donc la même ligne politique qui va continuer d'être déroulée, alors peut-être par des femmes et des hommes différents de ceux de l'équipe actuelle, mais ce sera la même politique. Donc c'est là-dessus que nous allons être vigilants et attentifs. Demain, il y aura également, dit-on, une réunion cruciale autour du prélèvement à la source. Majoritairement, dans les sondages, 60% des Français sont pour le prélèvement à la source. Ça veut dire que vous êtes contre la majorité des Français ? Historiquement, nous avons expliqué pour plein de raisons que le prélèvement à la source était une vraie mauvaise idée et que ça ne fonctionnerait pas et que ça allait entraîner énormément de couacs et de difficultés, y compris d'ailleurs, au-delà de la question de tout à chacun, des contribuables, y compris d'ailleurs sur une baisse des recettes. D'autres pays ont su le faire. Oui, mais les autres pays d'abord ne sont pas... les derniers. Les autres pays, c'est pas une question de compétition là-dessus. Nous avons un modèle social et c'est pas pour ça d'ailleurs que notre taux d'imposition et que les recettes publiques lié à ce partage des richesses qu'il génère derrière, est mauvais, il est l'un des meilleurs. Donc de ce point de vue-là, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne plutôt bien en termes de mode de fonctionnement, en termes de quotient familial, etc. Bref, nous avons tout un tas d'outils qui sont liés aux impôts, qui sont liés à la fiscalité, qui n'existent pas dans les autres pays et qui nous permettent, nous, de redistribuer sur un plan de la solidarité républicaine. Donc le gouvernement, de ce point... Oui, non mais attendez, franchement, nous on ne prend pas nos positions sur les sondages, quels qu'ils soient. Et d'une manière générale, nous sommes positionnés très tôt sur le sujet. Maintenant, on est dans une cacophonie absolument insurmontable, et absolument démentielle de la part du gouvernement. Je crois qu'on peut le dire, c'est vraiment le bordel, franchement, et depuis, c'est vraiment le bordel. Enfin, là, franchement, on est dans une situation totalement ubuesque de ce point de vue-là. Vous ne comprenez pas les hésitations et les tergiversations. Vous dites que ça peut être techniquement dangereux, donc autant prendre son temps. Non, c'est sociologiquement, depuis le début, extrêmement dangereux. C'est-à-dire le fait de se payer sur sa feuille de paye 200 €, 300 €, peut-être plus pour un certain nombre de gens, en moins dès janvier 2019. Donc c'est ça qui, globalement, fait reculer. Donc que le gouvernement fasse fuiter, comme par hasard, la note de la DGFiP sur le fait qu'il y a eu des couacs, etc. Enfin, 650 000, 350 000 couacs, etc. Vous pensez que tout est orchestré ? Non, mais c'est orchestré pour pouvoir justifier un recul ou en tous les cas une transformation ou en tous les cas quelque chose qui va permettre de temporiser. Par contre, ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on sous-entende que les agents des finances publiques auraient la moindre responsabilité dans ce couac, pour ne pas dire ce bordel. Ça, nous ne l'accepterons pas. Or, c'est la petite musique qu'on va commencer à nous faire passer. Sous-entendu, notre administration fiscale ne serait pas assez moderne pour être en capacité de mettre en place un nouveau système. Donc, l'administration fiscale, ça fait des mois et des années qu'elle dit que c'est stupide, qu'il ne faut pas le mettre en place, que c'est pas comme ça. Elle obéit à des ordres. Non, mais on est entièrement d'accord, mais elle a prévenu l'ensemble des acteurs politiques de l'ancienne majorité et de l'actuelle majorité. Donc, les décisions politiques leur reviennent. Et aujourd'hui, ce qui se passe est uniquement de leur responsabilité. Donc, faisons simple, en l'occurrence, stop.
on arrête, qu'il renonce, pas qu'il reporte, qu'il renonce, et on arrête cette espèce de Pascal système Pavageau, complètement vous savez bien stupide. qu'Emmanuel Macron joue là sa capacité réformatrice. Autre réforme sensible à venir, c'est l'assurance chômage. 2 objectifs, lutter contre la précarité et aussi, dit la ministre du Travail, inciter au retour à l'emploi. Vous êtes d'accord déjà que ce sont 2 priorités? Nous avons demandé à ce qu'il y ait un retour à la négociation collective entre les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire le patronat, et les syndicats. Nous l'avons demandé dès le mois de mai avec force pour essayer de bâtir entre le patronat et les syndicats un agenda social de négociation, de discussion, comme par exemple sur la santé au travail, comme par exemple sur les travailleurs de plateforme, comme par exemple sur le télétravail. Bref, nous avons tout un tas de sujets qui sont des sujets du moment et d'actualité et de priorité en matière de négociation. Nous arrivons fin juillet, mi-juillet. Le président de la République fait un discours devant le Congrès sans en avoir parlé à personne, alors qu'une loi est en cours justement qui traite de l'assurance chômage. Il nous dit on va renégocier sur l'assurance chômage. Personne n'est demandeur, ni patronat, ni syndicat. Donc maintenant, attendez, ce qu'on attend, c'est la feuille de route, la feuille de cadrage. Et on a demandé au Premier ministre... Ça parlait des 2 objectifs. Vous êtes d'accord sur ces 2 objectifs ou pas? Est-ce qu'ils sont liés à cette réforme? Lutter contre la précarité et inciter au retour à l'emploi? Alors oui, bien sûr, évidemment. Et on est contre la faim dans le monde. Et on est contre la guerre. Et on est pour le beau temps en été. Non, mais excusez-moi, mais ça relève de ce genre de choses. Donc, de ce point de vue-là, l'assurance chômage aujourd'hui, elle est basée sur la cotisation et elle génère un droit collectif. C'est-à-dire c'est une logique de salaire différé qui est pris de manière à nous assurer collectivement la gestion du risque. L'objet aujourd'hui, on voit bien le discours du MEDEF ce matin qui est en train de servir la soupe au gouvernement. On va regarder justement et qui arrive la une des Échos pour essayer de transformer et supprimer le modèle. Regardez la une des Échos. Mais transformer le modèle, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il faut rester avec ce modèle? On va prendre un exemple concret. Il n'y a pas aujourd'hui des emplois qui sont non pourvus alors qu'il y a un manque. On va prendre un exemple, un restaurateur dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie. On va écouter ce monsieur, il est dans l'Aude, il a été obligé de fermer son restaurant. Nous avons tellement peu de candidatures que les employés et les salariés que nous avons eus dès le départ, nous ne les avons pas choisis. Ils nous sont imposés, sinon on n'aurait même pas pu ouvrir. Je repose de nouveau ma question, est-ce que l'incitation à l'emploi devient une urgence dans notre pays ? Vous êtes aujourd'hui dans une situation qui permet, avec le système assurantiel de l'assurance chômage plus Pôle emploi, qui est en sous-effectif et pour lesquels on va encore retirer des effectifs, si j'ai bien compris, de la part du gouvernement. Nous sommes dans un système qui, s'il était avec les moyens suffisants, je parle de Pôle emploi, permettrait de répondre notamment à ce genre de cas particuliers. Sauf que ce n'est pas parce que ce restaurateur, à un moment donné, n'a pas trouvé de salariés que l'assurance chômage a failli. Ça n'a absolument aucun rapport. Les causes sont certainement multiples sur le sujet. Nous avons quelques emplois. Il n'y a pas des règles d'indemnisation? Non, ça n'a aucun rapport. Mais ça n'a absolument aucun rapport. Est-ce que c'est tabou d'en parler? Ce qui est tabou, c'est de casser le système assurantiel. Encore une fois, c'est un modèle de société. Notre modèle de société, comme la Sécu de 45, il permet de dire que notre cotisation génère un droit collectif. Un droit collectif qu'on va utiliser seulement si on en a besoin, c'est-à-dire si malheureusement on est victime, c'est-à-dire qu'on se retrouve au chômage parce qu'on ne l'a pas choisi. Là, en l'occurrence, on est en train de vouloir faire passer, selon une logique d'étatisation, d'un droit collectif basé sur notre cotisation à une sorte d'aide publique sous condition, parce que la dégressivité ou la baisse du niveau des allocations, elle se fera une fois que l'État aura pris la main. Et en nous expliquant au final que l'État va contraindre les gens, soi-disant, à aller sur des postes n'importe où et à prendre n'importe quoi en matière d'emploi, parce qu'on va leur supprimer les indemnités chômage et que du jour au lendemain, ils vont accepter de faire 70 km pour y aller. Avec le patron et ça n'a aucun sens. Geoffroy Roux de Bézieux, qui lui propose une refonte totale du système. Oui. Exactement l'inverse de ce que vous dites. Et vous avez demandé de discuter avec le patron. À un moment donné, il faut organiser la séparation entre le MEDEF et l'État, hein, parce que ça va finir par se voir que les deux sont en phase. D'un côté, c'est depuis un an le gouvernement qui sert la soupe au MEDEF, et là on a un peu l'impression maintenant que c'est le MEDEF qui est en train de venir servir la soupe au niveau de l'État, c'est-à-dire étatiser. C'est quand même d'ailleurs paradoxalement extraordinaire que le MEDEF, qui est plutôt ultralibéral... Il n'y aura pas de nationalisation de l'UNEDIC, répète le gouvernement en boucle. Alors ça, très bien, j'attends la feuille de cadrage. Nous verrons au niveau de la feuille de cadrage, et nous avons demandé au Premier ministre que ce ne soit pas une lettre de cadrage, mais que ce soit un document d'orientation qui permette aux interlocuteurs sociaux, à tous les interlocuteurs sociaux, et pas qu'au MEDEF, de pouvoir négocier. Nous avons fait des propositions concrètes. Par exemple, l'instauration, enfin, la fameuse promesse du Président de la République, d'avoir un bonus-malus, bref,
de limiter les recours au niveau des entreprises sur les contrats courts et les contrats précaires. Or, ça fait 1 an et demi qu'on nous le promet, on ne l'a toujours pas vu. Et on nous le renvoie maintenant à la figure, à la négociation, avec un MEDEF qui dit, quoi qu'il arrive, je ne négocierai pas sur le sujet. Pavageau, donc, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Force ouvrière, ce sera un syndicat de combat, vigoureux, opposant. De négociation. C'est d'abord un opposant pavlovien. C'est d'abord un syndicat de proposition. C'est un syndicalisme qui cherche à construire. Nous, les modernes, on est pour le progrès social par la négociation interprofessionnelle. Mais évidemment, c'est nous les modernes. C'est nous qui avons l'héritage de la Sécu qui n'a jamais été aussi moderne et que le monde entier nous envie. Et le MEDEF et le gouvernement seraient dans quel camp ? En l'occurrence, ce sont ceux qui sont en train de nous faire revenir à l'âge de pierre ou au minimum à la fin du 19e d'une manière générale, à une logique de tâcheron, d'individualisation, de chacun pour soi. Une logique de jungle. Mais dans la jungle, tout le monde ne peut pas être un lion ou un tigre, puisqu'il paraît qu'il n'y a pas de lion dans la jungle. Mais en l'occurrence, ça, c'est vraiment un retour en arrière. Nous défendons un système de valeurs et un modèle qui n'a cessé de progresser au service de tous dans un cadre républicain. Tout n'est pas forcément à critiquer dans l'action de ce gouvernement. Regardez, ce soir, Bruno Le Maire a annoncé tout à l'heure le plafonnement des frais d'incidents bancaires pour les plus fragiles. Il y aurait eu un accord avec le secteur bancaire. Est-ce que là-dessus, on peut se dire... Je ne connais pas l'accord, je découvre cette information-là, mais si c'est le cas, tout ce qui va dans le sens d'aider les plus faibles et les plus démunis est une chose positive. Mais là, si ce sont les banques qui font la proposition, nous, on préfère que ce soit l'État qui incite et que ce soit la répartition de l'ensemble de celles et ceux qui gagnent le plus, et y compris ceux qui gagnent sur les profits de ceux qui travaillent, qui soit correctement redistribuée de deux façons, par le biais de négociations et donc de la cotisation, mais surtout par le biais de l'impôt. Et que l'impôt serve non pas à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, on est quand même à 110 milliards d'euros par an qui sont donnés aux entreprises, tout ça sans aucune conditionnalité ni sur le social ni sur l'emploi. C'est quand même un syndicat de combat. On a quand même, non, c'est un syndicat de valeurs. C'est un syndicat de valeurs et de valeurs républicaines, de l'égalité et de la solidarité républicaine, pas d'une pseudo-liberté. Vigoureux en tous les cas dans les réponses, d'avoir été l'invité des Voix de l'Info. Merci à vous. Merci à vous.